Classique 21, podcasting. Making of, Marc Isaïe présente la réalisation de l'album Au-delà du délire d'Ange. Bonjour. Aujourd'hui, le making-of sera consacré à un album en français, Au-delà du délire, qui est le troisième album du groupe français Ange, un disque qui sort en 1974. Alors, Ange est certainement un des rares groupes de rock progressif français ayant connu un certain succès dans les années 70, pour ne pas dire un succès certain. Ange, malheureusement, est aussi le groupe qu'on aime détester aujourd'hui, dont on se moque facilement, bien que, à y regarder de plus près, ce que ces gars-là ont fabriqué, en tous les cas au début des années 70, est tout de même tout à fait digne d'intérêt. Ange, à ses débuts, est un groupe qui est mené par deux frères, Francis et Christian Descamps. Francis est claviériste et Christian est chanteur. Les deux frères sont accompagnés dès leur début, et sur la plupart d'ailleurs de leurs albums, en tous les cas à ce moment-là, par d'autres bons musiciens, à savoir le guitariste Jean-Michel Brézovard, le bassiste Daniel Haas et le batteur Gérald Jelch. Ange va se faire connaître grâce à un premier single 45 tours qui sera tout simplement une reprise extrêmement réussie de Ces gens-là, de Jacques Brel, le classique de Brel. Alors si les deux premiers albums, Caricature qui sort en 1972 et Le Cimetière des Arlequins en 1973 sont intéressants, ils n'arrivent tout de même pas, n'exagérons rien, à rivaliser avec les grands albums de rock progressif qui affluent à ce moment-là sur le marché. Je rappelle, nous sommes dans le tout début des années 70 et à peu près tous ces albums nous arrivent d'Angleterre. Alors sur Au-delà du délire, le troisième album, les Français vont véritablement réussir un coup de maître en mariant le son du rock progressif de leurs idoles, alors Genesis ou encore King Crimson, à l'aspect théâtral, chanson française de Jacques Brel par exemple, l'une des autres influences majeures du chanteur Christian Descamps. Laurent Riepi a eu l'occasion d'interviewer récemment Christian Descamps à propos de la réalisation de cet album et nous allons écouter quelques extraits de cette interview dans le cadre de ce making-of. Alors voici tout de suite un premier extrait et là Descamps nous explique où l'album Au-delà du délire a été enregistré. Il évoque ensuite le matériel dont disposait le groupe à l'époque. Alors nous avons enregistré avec Ange l'album Au-delà du délire en 73, fin 73, si je me souviens bien, au studio des Dames à Paris. C'est un studio qui appartenait à la maison de disques Philips, qui est devenu par la suite, aujourd'hui c'est devenu Universal. Et donc on a enregistré dans un studio où, disons, un des plus grands studios parisiens de l'époque. On travaillait en studio, en fait c'était une table de mixage, table fabriquée par les techniciens en fait Philips. C'est une table maison, on pourrait dire. Quant au magnéto, c'était des 24 pistes déjà, Studer, avec un assistant évidemment qui mettait les clés pour enregistrer, c'est-à-dire en fait il n'y avait pas d'automation. On travaillait en analogique, complètement en analogique, et une écoute, c'était je crois des haut-parleurs Celestion et JBL. Enfin, c'était vraiment tout un matériel monté par les studios Philips. Donc, et il y avait, je me souviens pas exactement de la marque, quoi. Il y avait quand même une équipe de maintenance qui venait régulièrement réparer. On avait des réverbes qui étaient dans des caves, des grandes réverbes en tôle. EMT ou un nom comme ça, je me souviens plus exactement, et c'était ce qu'il y avait de mieux, on peut dire, à l'époque. L'enregistrement de l'album se déroule sur une période d'1 mois. Le groupe est alors à ce moment extrêmement soudé, chacun apportant ses idées, et l'enregistrement se passe dans des conditions idéales. Le groupe prend son temps. Ange loge dans un hôtel. En 1970, c'est pas tout le monde qui peut aller dans un hôtel pendant qu'il enregistre son album, juste en face du studio qui plus est, une situation évidemment bien pratique et qui évite d'interminables allers-retours entre leur domicile et le studio. Un service technique sera toujours présent en cas de problème, ce sera également là bien pratique puisque Francis Descamps, le claviériste du groupe, aura alors quelques soucis notamment avec son orgue trafiqué, un orgue qui donnera véritablement dans ces années-là le son et la signature du groupe, le son de Ange, en tous les cas à ce moment-là, des sonorités qui ne sont pas sans rappeler celles du mélotron. On va écouter Christian Descamps nous parler de tout cela dans ce second extrait d'interview qui sera directement suivi par un premier extrait de cet album. Et ce morceau, en toute simplicité, s'appelle « Si j'étais le Messie ».
En studio, on est resté un bon mois. Un bon mois en studio. On avait l'hôtel en face, ce qui était pratique pour nous. On était logés en face, on traversait la rue. Et, notre cantine, c'était un restaurant genre brasserie. On allait manger à peu près à l'heure qu'on voulait. On pouvait manger à n'importe quelle heure de la journée. C'était assez pratique. Et on n'avait pas l'impression d'être à l'usine, quoi. Je veux dire, il y avait un budget, comme le studio appartenait à la maison de disques, donc c'était assez souple au niveau des horaires, au niveau du travail proprement dit. C'était quand ça se passait pas trop bien, ou si on avait des problèmes de son ou un instrument, comme il est arrivé des fois à mon frère d'avoir des pannes d'orgue, parce qu'à l'époque c'était un orgue trafiqué, et puis des fois, vu qu'on le transportait sur toutes les tournées, il avait des problèmes ces problèmes dus au transport, donc il lui arrivait d'avoir des pannes en studio, et donc on avait le temps de réparer. Je crois qu'on a perdu une fois 2 jours à réparer l'orgue. C'était absolument impressionnant, quoi. Si j'étais le Messie, je raconterais n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Et les gens me croiraient, ils n'ont rien d'autre à faire. Si j'étais le Messie, je mènerais en bateau n'importe qui, n'importe comment. Et les gens me croiraient, ils ne connaissent pas mes eaux. Si j'étais le Messie, je serais pédéraste avec n'importe qui, n'importe comment. Et les gens me suivraient, reniflant mon derrière. Si j'étais le Messie, je me ferais voleur avec n'importe qui, n'importe quand. Et les gens se tairaient, n'ayant rien d'autre à faire. Si j'étais le Messie, je construirais un temple avec n'importe quoi, n'importe comment. Et les gens y viendraient pour y montrer leurs airs. Si j'étais le Messie, j'aurais un œil de verre pour pouvoir fermer l'autre, pour ne rien voir du tout. Et les gens me plaindraient et vanteraient ma misère. Si j'étais le Messie, je serais un ivrogne, boirais n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Et les gens m'imiteraient, croyant toujours bien faire. Si j'étais le Messie, je marcherais sur l'eau, n'importe où, n'importe comment. Et les gens se noieraient, croyant toujours bien faire. Si j'étais le Messie, je ferais des miracles, n'importe où, mais pas n'importe comment. Et les gens s'étonneraient, criant « Si j'étais le Messie, j'inventerais une crèche, pas n'importe comment, pas pour n'importe qui, seulement pour les enfants. Les enfants grandiront, croyant toujours bien faire. Si j'étais le Messie, je me ferais crucifier, pas par n'importe qui, pas n'importe comment, et les gens pleureraient, ne sachant trop que faire. Je ne suis pas Messie, heureusement pour ma mère qui ne pourrait plus vendre sa virginité, car les gens l'achèteraient, croyant toujours bien faire. Il y a très longtemps, il y eut un Messie, il est venu d'ailleurs, d'une autre galaxie, et les gens l'ont tué. Ils avaient cru bien faire. Alors dans le making-of, on vient d'écouter Si j'étais le Messie, qu'on trouve sur ce 3e album de Ange, Au-delà du délire. Alors comme Christian Descamps vient de nous l'expliquer à l'instant, Ange bénéficie tout de même, à cette époque, des techniques d'enregistrement les meilleures. Le budget est important, le groupe peut se permettre et donc expérimenter pas mal de choses. On était un des plus gros budgets d'enregistrement consacré à la réalisation d'un album chez Philips à l'époque. On était particulièrement gâtés à ce niveau-là, parce qu'on prenait le
temps, et il y avait un profond respect de la part du directeur artistique qui s'appelait Claude Bibonne à l'époque, qui voyait ça, qui prenait du recul avec nous, on réécoutait ce qu'on avait fait la veille, et je sais qu'il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Je pense que dans les maisons de disques, dans les années 70, il y avait, de l'argent, ils consacraient beaucoup d'argent à la création. C'était vraiment, on est tombé sur une équipe extraordinaire pour pouvoir travailler comme on en avait envie. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, on tournait beaucoup et on était beaucoup sur la route et on avait juste le temps de composer pendant les balances, avant les spectacles et quand on rentrait chez nous, le peu qu'on rentrait chez nous aussi. Et la finalité, les arrangements et tout ça, ça se faisait en studio. Et donc ça prenait plus de temps qu'un enregistrement. Je prends par exemple Michel Fugain et son Big Bazar qui venaient dans le studio voisin, qui eux avaient un arrangeur, et tout était prêt, tout tournait sur partition. Alors que Ange, c'était tout à fait autre chose. C'était vraiment un laboratoire expérimental de recherche. On était carrément au CNRS là. Donc c'était différent et donc évidemment plus coûteux. Le studio Philips, qui est extrêmement prisé à l'époque, peut-être pour mémoire, on rappellera que Philips était un très très grand label, en dehors du fait qu'il fabriquait également des lampes, et Philips engendrera deux géants, Polydor et Phonogramme, qui deviendront Polygram, avant de devenir aujourd'hui Universal. Alors Ange, dans ce studio Philips, va croiser de très très nombreuses vedettes de la chanson française. Ange va occuper le studio 1, soit le plus grand studio, et lors de l'enregistrement, le groupe n'hésite pas à effectuer quelques petits bricolage pour obtenir le son voulu. Le groupe est extrêmement fan, mais qui ne le serait pas à ce moment-là, de l'album Sgt Pepper's des Beatles, et ils vont s'amuser sur ce disque à créer de nouveaux sons et à faire des expériences comme les Beatles l'avaient fait en leur temps. Voici un autre extrait de l'interview dans laquelle Christian Descamps nous parle de toutes ces techniques de studio, un extrait d'interview qui sera suivi par un deuxième titre de cet album, La plage titulaire Au-delà du délire. C'est vrai que ce studio c'était la plaque tournante de pas mal de vedettes de l'époque, parce que c'est comme ça qu'on appelait ça, on n'appelait pas ça des stars, mais des vedettes. Donc Michel Fugain, il y avait aussi, on a eu l'occasion de rencontrer Georges Zamfir, qui est un joueur de flûte de pan, un Roumain, et c'était, enfin il y avait d'autres gens, on a croisé, qui encore, Jodassin, et toute une ribambelle de gens qui venaient enregistrer, quoi, que ce soit Dalida ou enfin, tous les gens de l'époque, quoi. Oui. Je me souviens plus de toutes les stars qui passaient là-dedans, mais c'était un studio qui était enfin, nous on avait le studio 1 qui était assez vaste et qui pouvait contenir un orchestre symphonique. Donc on avait une place immense pour pouvoir travailler, il y avait des cabines pour le chant, on pouvait chanter même en direct. Et j'ai fait des prises de chant en direct d'ailleurs avec le groupe, il m'est arrivé de faire des prises de chant en direct. C'était un peu la façon Jacques Brel, quoi, parce que Brel faisait comme ça, lui répétait une fois avec l'orchestre, et puis après il enregistrait direct avec les musiciens. On a fait ce genre d'expérience aussi, quoi. Mais à part ça, le recording, comme on l'appelle, c'est enregistré après coup. Ça, on en a fait pas mal pour les chorus de guitare, pour des doubles voix, pour des voix, pour plein de choses. C'était vraiment expérimental. Parce qu'on avait quand même dans la tête le souvenir des Beatles avec Sgt Pepper's et George Martin, qui avait produit une petite merveille, et donc on était complètement omnubilés par ce travail dans le studio de faire de la recherche, et on passait des fois 1 ou 2 heures sur presque rien, quoi, mais ce petit rien qui faisait beaucoup, qui faisait des fois tout dans un morceau. Quand je vois Balade pour une orgie, par exemple, pour avoir vraiment le son médiéval de l'instrument de Brezovar qui faisait une espèce de lutte espagnole et qu'il avait acheté comme ça en Angleterre, et donc il avait monté dessus un micro Barcus Berry
qui était un micro qui prenait le son de la résonance de caisse, qui était carrément collé comme si c'était avec du velcro, quoi. Une espèce de double face qui collait le micro contre la caisse, et puis après on avait un petit boîtier qui renvoyait à la table par un jack, et puis on travaillait le son. Alors on faisait de la fausse stéréo, parce que comme c'était des instruments mono, on s'amusait à les élargir, à les repiquer sur d'autres pistes. Enfin, on faisait beaucoup d'expériences de ce genre, quoi, des recherches de son. On enregistrait les cymbales, on tapait avec une maillotche sur la tranche de la cymbale, et un technicien tenait le micro, je me souviens, un grand Sennheiser, et il tournait, il suivait la résonance. Il avait un casque et il suivait la résonance pour faire un effet spécial, quoi. Je veux dire, quand on voulait faire des reprises de batterie à l'envers, ce qui maintenant se fait facilement avec la technique numérique, mais à l'époque, on fallait retourner la bande, donc il fallait penser à l'envers. Et ça, c'était aussi vraiment c'est vrai que c'était excitant, quoi. C'était cette époque de recherche constante. C'était vraiment excitant. Retrouvons le making-of de l'album Au-delà du délire d'Ange. Je suis Grimaud le loup, je suis Grimaud le fou, vis depuis 2000 ans au crochet du néant. Je suis Bernard l'ermite, petit-fils d'Aphrodite, cortège d'algues marines, pénètre mes clarines. Je suis fleur, l'écreuil, noisette que je cueille, les routes égratignées, les semailles oubliées. Au-delà de mon délire s'en vient l'aurore des matins bleus aux écureuils immaculés qui donnent festin dans mes cheveux. Au-delà de mon sourire éclate une huître gonflée de perles fixant mon jardin à l'Éden par son collier miraculeux. Au-delà de mes soupirs, j'en entends plus le vent du nord mimant à l'envers du décor les marionnettes de mes aïeux. Au-delà de mon délire, j'irai bouffer la terre nouvelle, j'irai gifler mes ancêtres pour que vestige ne repousse plus. Je suis maître que de vin,
Alors après l'enregistrement, le groupe est assez satisfait finalement du résultat et le groupe a envie de partager son enthousiasme avec son entourage, que ce soit dans le cadre privé ou dans le cercle des gens qui les entourent au niveau professionnel. Une séance d'écoute extrêmement officielle est organisée par les directeurs de Philips. La direction est sous le charme et accueille l'album sous un tonnerre d'applaudissements. Le groupe voudra également connaître l'avis de ses amis. Ils vont faire écouter Au-delà du délire, notamment à un jeune groupe dont le chanteur est un ami. Le groupe s'appelle Taifong et le chanteur en question n'est autre que Jean-Jacques Goldman, qui est évidemment à l'époque encore complètement inconnu. Pour mémoire, c'est Goldman qui chante le hit de Taifong qui s'appelle Sister Jane. Jean-Jacques Goldman et son groupe sont également, je viens de vous le dire, épatés, véritablement convaincus du potentiel de Ange et effectivement, l'album sera très bien accueilli en France et dans la plupart des pays francophones. Le rock progressif en langue française est enfin reconnu. Cela dit, il faut le préciser, ça ne durera pas vraiment très longtemps. Alors avant de nous quitter et d'écouter un dernier extrait, Les longues nuits d'Isaac, on va retrouver une dernière fois Christian Descamps qui nous explique comment ils ont réalisé et comment ils sont arrivés à ce son si particulier, notamment du bruit de vent que l'on retrouve en guise d'introduction sur ce morceau. Bon week-end. Les longues nuits d'Isaac, ça quel morceau. Je me souviens que Jean-Michel Brézonard, le guitariste, expérimentait une nouvelle wah-wah, une pédale wah-wah, et donc on a, en enclenchant la pédale wah-wah, ça faisait une espèce de souffle, parce que ces effets, à l'époque, les effets dégageaient pas mal de souffle, quoi. Et il s'est amusé à faire comme une espèce de vent bizarre, de tempête dans les bois. C'était ce souffle de la pédale qui s'ouvrait et à partir de ce moment-là, il a commencé à jouer l'introduction et on a trouvé ça super. On a dit on va garder, parce qu'au départ le producteur disait oh non, on va pas garder ça, on va couper tout de suite, on va démarrer sur la guitare. Et on a tous dit vraiment avec le même élan, ah non, on va garder ce début avec le souffle de la pédale wah-wah qui dégageait une atmosphère extraordinaire, magique, quoi. As-tu vu l'homme au chapeau pointu qui tisse de ses yeux la trame universelle? Dis-moi qui
Retrouvez Marc Isaïe dans Making of.